Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Alors c'est le 282e que nous organisons. Ça va faire bientôt 8 ans que nous faisons ce café littéraire, un peu presque entre familles, je veux dire, entre nous, mais il nous arrive quand même d'avoir des discussions assez intéressantes. Et aujourd'hui, on va faire un voyage en Égypte, au Caire, grâce à un superbe roman écrit par Khaled Osman. Donc, c'est vraiment le Caire des petites gens, le Caire de la générosité, de la solidarité, dans un régime qui n'est pas toujours facile à vivre. Alors, Khaled, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Bonjour Youssef, merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci au public de braver les grandes chaleurs et les conditions d'un environnement un peu difficile en ce moment pour venir parler de littérature et de belles choses dans un monde qui n'est pas toujours beau. Absolument, le monde est tourmenté, effectivement. Mais je crois qu'il faut résister, il faut surtout essayer de saisir le meilleur dans chaque instant. Voilà. Et c'est possible aussi. Alors, Khaled Osman a écrit ce roman, Le Caire encore perdu, captivant, passionnant, mais il est aussi traducteur et il a traduit beaucoup de grands écrivains de langue arabe, comme Naguib Mahfouz, comme ce livre Récit de notre quartier. Alors, avant de nous plonger dans le Caire à corps perdu, un mot sur tes traductions, Khaled. Oui, c'est par là que j'ai commencé en fait. Donc j'ai commencé bien avant de devenir romancier, en tout cas d'écrire quelques romans. J'ai commencé par la traduction littéraire. Et en fait, si on devait revenir encore plus loin, j'ai commencé comme lecteur, en fait, ce que j'écris un peu dans mes biographies. C'est-à-dire qu'avant de traduire moi-même, j'étais très amateur de littérature arabe traduite, puisque en tant qu'Égyptien ayant grandi en France, j'avais besoin un peu de combler mes lacunes, ou en tout cas de compléter cette part égyptienne ou arabe en lisant des romans. Et souvent les romans, c'était des romans arabes traduits. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était dans les années, début des années 80 par là, il y avait quelques auteurs traduits. Naguib Mahfouz lui-même avait peut-être un roman ou deux traduits en français, alors qu'il avait une œuvre tout à fait considérable déjà dans son pays et dans le très populaire aussi dans le monde arabe. Mais j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Donc. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi j'ai voulu moi-même me lancer dans la traduction en disant c'est pas normal que la bibliothèque arabe soit si réduite alors que les autres littératures étaient beaucoup mieux représentées comme la littérature latino-américaine ou la littérature asiatique pour ne citer que quelques-unes. Donc c'est comme ça que je me suis lancé et j'ai commencé par Naguib Mahfouz justement. Celui-là, c'est pas le premier, c'est le deuxième, mais ce qui est intéressant, ce que je disais à Youssef avant qu'on commence, c'est qu'il est tombé à un moment, enfin la parution a coïncidé quelques jours près avec l'annonce du prix Nobel de littérature décerné à Naguib Mahfouz. C'était la première fois qu'un auteur arabe était récompensé, et donc en plus ça a boosté la diffusion du livre, donc c'était un très beau moment. Et après j'ai enchaîné avec d'autres auteurs, d'abord égyptiens et puis d'autres pays arabes, des auteurs de Palestine, d'Irak, de Yémen, un peu de partout. Et aussi des jeunes un peu, puisque Naguib Mahfouz était un peu le pionnier, mais il y a une jeune génération. C'est une littérature qui est très très dynamique. Il y a une
c'est pas forcément en France parce que les traductions sont peu nombreuses, mais il y a vraiment beaucoup de créations originales. Très bien. Alors, je vais revenir au roman, donc Le Caire à corps perdu. Alors, le personnage, on va dire, principal, c'est un exilé qui retourne en Égypte et spécialement au Caire. Donc, il descend, il a un peu des appréhensions. Et puis, après les formalités douanières, qui posent toujours problème pour les exilés qui reviennent dans les pays là, autoritaires, ce que tu décris dans ce livre, il peut vraiment s'appliquer sur l'Algérie d'aujourd'hui. L'exilé qui vient, qui est innocent, mais qui a peur quand même d'avoir des soucis avec les autorités. Et on peut lui inventer des choses qui probablement n'existent pas, mais ça peut le conduire dans des endroits peu fréquentables, je dirais. Alors, il sort, il prend un taxi clandestin, et puis donc il a un malaise, et il perd la mémoire. Et ça sera difficile pour lui de reprendre la mémoire, mais c'est l'occasion, c'est une belle trouvaille littéraire, donc c'est l'occasion de raconter un peu l'identité de la personne, de l'être humain, de l'exilé, et puis il a la chance quand même, ce personnage, il est recueilli quand même par une dame généreuse qui tient une pension, et avec ses amis, ils vont essayer de l'aider à retrouver la mémoire. Est-ce que j'ai assez... Très très bien résumé l'argument du livre, c'est tout à fait ça. Il est en fait, bon, on ne sait pas très bien, au début du livre, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a vécu avant ce retour. On sait qu'il avait quand même une insatisfaction quelque part. La machine s'était un peu déréglée de sa vie en exil, de sa vie voilà, dans les pays d'Europe. On sait que c'est quelque part en Europe, peut-être en France, mais c'est pas tout à fait déterminé. Et il est resté assez longtemps sans rentrer, donc on dit que c'est 7 ans, je crois, sans rentrer, ce qui est beaucoup pour un exilé. Habituellement, ils font des retours beaucoup plus fréquents. On ne sait pas non plus pourquoi. Et quand il décide de rentrer, il lui arrive ce que vous avez très bien décrit. D'abord une première alerte avec ce passage à la police qui est problématique. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que les gens repèrent ceux qui sont un peu nerveux et du coup il est nerveux parce qu'il est innocent et du coup il devient peut-être potentiellement coupable. Et il va être passé sur le grill, entre guillemets, pour savoir... Et puis il y a une méfiance, ce que je dis aussi dans le roman, c'est qu'il y a une méfiance naturelle vis-à-vis de ces gens qui reviennent peut-être avec des mauvaises idées, des idées de rébellion ou autres, dans des pays plutôt autoritaires. Donc ils sont potentiellement porteurs de danger. Et pour ça, il peut arriver des petits soucis de passage. Effectivement, et on apprend des choses sur le Caire, sur l'Égypte. Et donc, l'exilé en question, il a ses problèmes, il faut qu'il retrouve ce qu'il est. Mais en même temps, les services de sécurité vont essayer de le retrouver, de savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Et j'apprends personnellement dans le livre qu'à un moment donné, donc, on pouvait accuser des gens en Égypte de nasserisme, des gens qui voulaient refaire vivre le nasserisme. Ça, je ne savais pas que ça existait. Alors un mot sur cela. Oui, parce donc là, on est peut-être dans les années, Moubarak. On sent vaguement que ça se passe avant la Révolution, mais enfin, il y a quand même des gens qui ont toujours la nostalgie d'une époque panarabe, enfin, vous savez, la gloire du panarabisme
Et tout ça alors que les régimes suivants étaient plutôt dans un mode plus accommodant, disons. Et donc les services de renseignement sont à l'écoute des fois que quelqu'un voudrait recréer une sorte de système, non pas, bon, le Nasser n'existe plus, mais on peut refaire revivre son courant. Et c'est justement ce qui va arriver. Alors, on ne dévoilera pas ce qui se passe, mais c'est sur des bases très faibles hein, que les soupçons sont basés. Et d'autre part, l'autre chose qui m'a intéressé, c'est de montrer comment lui-même... Donc ça, c'est l'enquête des services, mais la principale enquête, c'est celle qu'il mène lui-même pour retrouver son identité. Et dans cette enquête très personnelle, hein, puisqu'il a gardé quelques souvenirs, mais comme des cailloux dans une rivière, hein, c'est des choses auxquelles il se raccroche, qui sont souvent d'ailleurs liés à ces souvenirs un peu de films, de livres, de poèmes, de choses comme ça. Donc ça permet pas, c'est très loin de l'identité, mais ça lui donne en tout cas sa personnalité. Et il va être aidé par les gens qui l'ont recueilli dans cette pension. Alors la tenancière de la pension qui s'appelle Settebaï, et tous les autres pensionnaires qui sont plutôt des jeunes, ici des étudiants, des gens un peu désargentés, mais pour qui l'arrivée de ce personnage est un peu une énigme à résoudre. Bon, il y a un élan de solidarité qui se crée avec lui parce qu'il est très démuni. Hein. Même le chauffeur de taxi qu'il a déposé dans la pension a gardé malencontreusement sa valise. Donc il n'a ni vêtements ni argent, il n'a absolument rien. Et les pensionnaires vont l'adopter un peu, même s'il est probablement un peu plus âgé qu'eux. Ils vont l'adopter et l'aider dans cette enquête, chacun avec sa personnalité. Il y a une étudiante en sciences politiques, il y a un type qui échoue en médecine régulièrement, mais qui est très bavard. Il y a d'autres personnages comme ça. Et il y a aussi une belle trouvaille littéraire, c'est que ce personnage, qui est devenu amnésique, mais il garde toujours dans sa tête des poésies, des passages littéraires. Et d'ailleurs, le livre est construit en filigrane sur cela. Et tu donnes à la fin donc les références de ces poésies. C'est ton amour de la poésie en général que tu veux mettre aussi dans le roman? Sans doute, mais je voulais pas juste que ce soit des références comme ça pour dire j'aime ça ou ça, mais je voulais que ça fasse partie de l'histoire. Et par exemple, le roman débute sur le personnage en train de se réciter un poème, et tout d'un coup, on est bien avant hein, les événements décrits là, et c'est un premier signal, c'est qu'il a eu une première petite amnésie à un moment. Par rapport à un poème de Mahmoud Darwish qu'il connaissait pourtant par cœur, et arrivé à un moment, il a un blanc comme ça, et ce blanc préfigure un peu l'incident beaucoup plus grave qui va survenir quelques années plus tard, et c'est aussi une marque de malaise. L'amnésie ici, elle est sans doute une marque de malaise, de difficulté à s'accommoder avec son existence. D'accord. Alors, tu as parlé de Darwish. Il y a aussi des discussions sur cette cause palestinienne dans un pays où le régime a reconnu quand même Israël. Et dans la société, ça pose quelques problèmes. Est-ce que cela existe toujours en Égypte? Est-ce que les choses ont évolué sur cette question? Bah, en fait, il y a un petit fossé entre les opinions dans la population, qui sont plutôt largement favorables à la cause palestinienne, avec quand même souvent des exceptions, des gens qui disent ah mais ça suffit, l'Égypte a donné beaucoup de victimes dans les guerres, etc., et même sans toujours avoir la reconnaissance.
Mais bon, ça c'est une petite minorité de gens parce que la très grosse majorité de la population est quand même très pro-palestinienne et encore plus dans les événements actuels qui sont très tragiques. Et à l'inverse, les régimes successifs ont eu tendance à être plus faire la réelle politique, comme on dit, hein, à passer des accords de paix, même si ce sont des paix froides, hein, ce sont des paix très formelles. Oui, alors dans la description réussie hein, des petites gens du Caire, on sent quand même une certaine nostalgie, me semble-t-il, qui est commune à beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque qui était meilleure, où les gens étaient moins individualistes. Est-ce que cette marche de l'individualisme est inévitable aujourd'hui dans tous les pays du monde, à ton avis? À mon avis, oui, mais elle est parce que le personnage constate en déambulant dans les rues, en trouvant souvent de l'aide, c'est que le réseau de solidarité qui existe dans ces pays est quand même beaucoup plus humain, entre guillemets, que les capitales froides un peu, où maintenant chacun n'est préoccupé que de son bien-être. Donc c'est vrai que c'est moins bien qu'avant, mais ça reste quand même une des qualités qu'on apprécie, en fait, qui va, lui en tout cas, au moment de son retour, parce que les gens pourraient dire c'est ton problème après tout, débrouille-toi, et il s'aperçoit que bien au contraire, ils lui viennent en aide. Alors chacun pour ses raisons, par exemple la tenancière de la pension a perdu un fils qui avait vaguement le même âge que lui, et donc elle se sent un peu des instincts maternels, mais souvent même pour des raisons désintéressées, il constate que ce système d'aide, d'entraide, fonctionne encore un peu dans ces pays-là, alors qu'en Europe, il a cédé le pas complètement à l'individualisme. Très bien. Alors si tu veux bien, maintenant on va donner la parole à nos amis pour des questions, des remarques, voilà. Bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire maintenant quasi légendaire de notre ami Youssef Zerem. Votre roman est passionnant, une histoire assez tragique et qui dévoile quand même des facettes de la société égyptienne. Ouais. Alors, d'abord une question sur le titre. Comment vous est venu ce titre? J'avoue qu'il est assez percutant. Ouais. Écoutez, moi il me semblait, enfin j'ai toujours su que Le Caire serait un personnage essentiel dans cette... c'était mon premier roman, hein, donc c'est une des raisons pour lesquelles je voulais écrire, c'était justement de parler de cette ville qui est pour moi très fascinante en fait. Hein. C'est une ville qui est tentaculaire, hein, qui est toujours en train de s'étendre, de changer. Ce que constate d'ailleurs le héros malgré lui, c'est qu'il y a des routes qui ferment, d'autres qui ouvrent, enfin en permanence, ça vit nuit et jour. Et donc je savais que je voulais rendre compte de cette ville, à la fois donc un peu terrifiante et aussi très attachante. C'est-à-dire que beaucoup de gens en arrivant disent oh là là mais quel chaos, etc. Et puis vous les retrouvez des étrangers qui sont venus s'installer là-bas qui veulent plus partir. C'est-à-dire que ça crée une sorte d'attachement. Donc je voulais que Le Caire soit un personnage à part entière. Et Le Caire à corps perdu, c'était un peu pour montrer que il y a cette quête un peu désespérée pour retrouver son identité. Donc, quand on imagine quelqu'un en train de courir à la recherche de lui-même, mais dans une ambiance, enfin, on a parlé de tragédie, mais c'est aussi très vivant et très gai parce que les gens qui sont avec lui ne manquent pas de... Déjà, ils lui ont donné un surnom, ils l'ont appelé Nessi. Nessi, ça veut dire l'oublieux, celui qui oublie. Et puis, il n'hésite pas à se payer sa tête un peu. Enfin, c'est pas du tout solennel, hein,
ce réseau d'entraide. Il y en a un qui est un peu sceptique, dont j'ai pas parlé encore, Céline, qui est aussi dans la pension et qui lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, ton histoire elle tient pas debout. Donc c'est pas acquis, hein, cette aide, elle n'est pas acquise sans quelques mises en boîte. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir parce que, pourquoi que c'est un plaisir? Parce que on a remonté le temps. Parce que moi, j'ai été frappé par mes professeurs parce que j'ai pas appris la qasida de Najib Mahfouz à l'époque, les années 85-86. Parce que tout le monde à l'école en Algérie, on a étudié les récitals, les poèmes et tout, de différents poètes ou d'écrivains comme Najib Mahfouz. Voilà, c'est ça. On a pris même des coups parce que... Donc vous avez été puni alors parce voilà, que exactement. vous n'avez pas retenu le poème. Non, le poème, je l'ai retenu, mais il me manque une phrase seulement. Une phrase... Ah bah, on est en plein dans le sujet là. Exactement. Parce que là, il lui manquait une strophe. Donc, la question, c'est qui les petits gens? Les petites gens du Caire, exactement. C'est qui? Vous avez cité les petits gens du Oui, Caire. en fait, alors ceux qui rencontrent là, c'est un peu un échantillon de la société égyptienne. Alors il y en a qui sont assez cultivés, donc les étudiants en question là, je dirais pas que c'est des petits gens parce ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, mais ils suivent des études, même s'il y en a un qui rate tous les ans sa médecine et qui refait. D'ailleurs, tout le monde se moque de lui parce qu'il doit avoir 30 ans, il est toujours en première année. Donc ce sont des petites gens au sens où ils ont des moyens très réduits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils habitent en pension, hein. Ça permet de partager un peu, d'avoir des frais de résidence à l'année qui sont un peu plus réduits. Ils ne peuvent pas aller à l'hôtel, ils ne peuvent pas avoir un logement propre. Mais par exemple, il y a la servante aussi de la pension qui s'appelle Khadra et qui est un personnage assez pittoresque parce qu'elle, c'est pareil, elle est dans sa simplicité. Elle-même, elle est venue, comme beaucoup de gens, elle n'est pas originaire du Caire. Elle est venue travailler là et au début, elle a été complètement perdue. Et donc, ce fait-là qu'elle ait été perdue à son arrivée, ça crée comme un lien, elle a une compréhension par rapport à ce qu'il dit. Et elle a un peu aussi ce sens de l'intuition, où elle lui dit moi si j'étais à votre place voilà ce que je ferais, etc. Elle est très elle est assez drôle d'abord et puis elle se permet des remarques sans distance avec Nassi, avec l'invité. Donc voilà, c'est eux les petites gens. Donc ça peut être aussi les commerçants, les tenants du café d'en face. Mais il y a un échantillon assez large de la société égyptienne. Oui, c'est bon là? Oui, on vous entend. Très heureux d'avoir croisé votre chemin, M. Merci. Asman. Merci à vous. Ça a été le nom de mon professeur d'arabe, cher Asman. Ça m'a marqué. Ce sont des bons souvenirs ou... Oui, pas c'était des toujours. souvenirs. Ça va, ça a été. On en prenait de force. Oui. Bon, pas grave. Et vous êtes un petit peu mon alter ego. Ah. Ben, j'étais surpris, vraiment, agréablement surpris. Parce que notre trajectoire un petit peu, je dirais pas qu'elles sont pareilles, mais bon, il y a des similitudes. Oui, sans doute, oui. Donc ça, c'est un livre de votre cru. Et moi, j'ai fait un tour en Égypte. Mais c'était dans le cadre du travail. Donc, pour ne pas le citer, c'était à Clatel, donc j'allais au Caire pour essayer de travailler sur la mise en route d'une centrale téléphonique avec des collègues. On est parti pour un mois et demi. Et là, comme on a fait ça assez rapidement, on a beaucoup travaillé,
on a eu un mois de vacances pratiquement sur place. C'était très agréable. J'ai eu un premier passage. J'avais mon visa ici, donc je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ben, mes collègues étaient tous français. Moi, j'étais algérien avec un visa qui débarquait au Caire. Je leur ai dit, attendez, vous allez me retrouver à la cafétéria de l'aéroport. Oui, oui, oui. Alors que eux, ils n'avaient pas de visa, donc c'était... Prenez sur place. Sur place, donc il y a un bureau, on leur donnait le visa. Moi, j'ai donné fièrement mon passeport, etc. Le premier mot que j'ai eu, c'était Kharbitek. Ça m'a marqué. Quand il a vu mon passeport, donc je lui ai dit mon passeport, voilà, le visa et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait. Donc, il m'a de côté, puis il passe le passeport à son collègue, mais on dirait une patate chaude. Donc, il lui a passé ça. On est arrivé, il était à peu près 9 h du soir, je me souviens bien. Et je suis sorti de l'aéroport pour faire court, à peu près vers 3 h du matin. Oh là là. Voilà, il disait Mokhabarat, Marloucha, etc. Oui, c'est-à-dire souvent le problème, c'est que les citoyens ordinaires payent un peu le prix de l'état des relations entre les deux pays. Alors pour peu que les dirigeants se soient disputés peu avant, oh, mais j'ai eu droit à tout. On va embêter le match de football, ils m'ont dit Zara Abou, je sais pas quoi. Je dis mais j'y suis pour rien. Tu veux pas le football. C'est pas mal ça. Et après, comme je connaissais le nom d'entraîneur, etc., bon, ils m'ont ramené un peu sympa, mais ils m'ont quand même retenu. Je lui ai dit, mais écoutez, demain matin, je retourne à Paris, s'il vous plaît, donc vous me redonnez mon passeport, ça y est. Et à 3 h du matin, je me suis retrouvé sur la mobilette d'un policier. Je ne mens pas. Et il est allé au bureau pour récupérer mon passeport, puis il m'a emmené à l'hôtel où mes camarades dormaient tranquillement. Voilà, ça c'est la première approche. Mais bon, ça fait un peu cinéma. Après, j'étais dans la ville. J'étais au Caire, Khalili, etc. Enfin, on a visité, on a travaillé, je parlais un petit peu arabe, donc j'ai visité pas mal de choses. Et là, j'ai vu un autre peuple, d'autres personnes, effectivement, d'une douceur, d'un accueil vraiment exceptionnel. Dans les petites boutiques, coiffeurs, etc. J'allais discuter avec les gens, prendre le thé, kabay, chai, je lui disais à thé, je ne comprends pas à thé, oui, ah, kabay, chai. J'ai appris pas mal de l'âge local. Bon, ça c'est l'anecdote. Maintenant, si je reviens juste à l'écriture. Vous avez dit traduction. Traduction de livre. Là c'est pas une traduction. Ah non, là c'est un roman. Un roman d'auteur. Ouais. Parce que la traduction, on en a fait. On fait partie d'un groupe ici à Paris à une époque. Le camarade est décédé. On a travaillé beaucoup sur plus de l'adaptation d'œuvres littéraires, enfin des classiques. Mais la traduction, je voulais juste savoir, puisque vous avez touché à la traduction, est-ce que c'est une traduction fidèle, mot à mot, enfin, moins phrase à phrase, mot à mot, etc. Alors, ou bien, oui. Comme les textes anglo-saxons ou français ou autres sont très verbalisés, c'est le verbe, comment est-ce que vous avez eu affaire à ce genre de situation où nous c'est plutôt l'image, la parabole, l'encabile, c'est à peu près ça, puisqu'on traduisait un petit peu des autres langues vers le kabyle. Ça c'est un point. Deuxième point, j'ai travaillé sur un film, c'est assez bizarre, sur la perte de mémoire d'un gars durant le terrorisme qui a été frappé. Effectivement, il perd la mémoire, il se retrouve à l'hôpital des fous et on essaie de récupérer un petit peu sa mémoire et ça m'interpelle beaucoup, on en parlera après si vous voulez. Alors pour la traduction, bon c'est un... Merci. Merci à vous. Bon, ça serait un très grand débat hein, parce qu'il y a plusieurs écoles en traduction, mais en fait sachez qu'en traduction littéraire, en tout cas contemporaine, parce que pour les classiques, il y a des gens qui se sentent obligés de suivre vraiment beaucoup plus près au mot à mot, etc. Nous, on est libérés de cette contrainte-là. L'important, c'est de véhiculer le sens. Donc c'est plus une adaptation, ce que je voulais dire.
mais enfin, ça reste... il faut que tout ce qui est dans le texte soit à l'arrivée. Il faut que s'il y a des formes particulières, elles soient respectées. Mais on s'autorise des libertés avec... parce que, en fait, on passe d'une culture à l'autre, donc on s'adapte à la culture qui reçoit le livre, sans pour autant dénaturer l'original. Donc c'est un équilibre un peu à trouver entre les deux. Et pour ce qui est de l'amnésie, c'est intéressant parce que, en fait, bon, je ne sais pas si l'amnésie telle qu'elle est décrite là est médicalement... bon, c'était vraisemblable, mais je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai essayé de rendre ça vraisemblable. Après, est-ce que ça peut véritablement se présenter comme ça sur un plan purement médical? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me permettait de parler justement de cette redécouverte de l'Égypte à travers un regard neuf. C'est ça qui m'intéresse, c'est de faire ce voyage. Il n'a plus les références, surtout les références identitaires. Je m'appelle un tel, je suis né à tel endroit, mes parents sont tel et tel. Là, il découvre comme un étranger complet qui débarque dans la vie et il essaye de raccommoder ça avec les quelques images qu'il a dans sa mémoire. Il surnage. Bonjour à tous, bonjour monsieur. Voilà. Nous sommes dans un café littéraire, mais en général, c'est des idées politiques qui se dégagent de la littérature en général, parce que les écrivains, ils ont cette magie de transformer tout l'amalgame social en des écrits. Vous avez parlé de l'exilé qui est différent de l'immigré. L'exilé, il est forcé de sortir de sa société, c'est-à-dire qu'il portera toujours sa civilisation, qu'il est obligé d'un éloignement géographique, contrairement peut-être à l'immigré qui a choisi de partir par lui-même pour des raisons qui sont très différentes. Un exilé, c'est quelqu'un qui a été éloigné par une institution ou plusieurs, malgré lui. Et pour cet exilé-là qui revient, vous dites qu'il voudrait revenir au nasserisme. Ah non, attention, c'est les services secrets qui le soupçonnent. Oui, il le soupçonne, c'est-à-dire qu'il rajoute une problématique, mais c'est vous qui écrivez, c'est pas les services secrets. Personne ne vous l'a imposé, c'est vous. Ah oui. Non. Voilà, moi je lis à travers vous. Mais je vous dis, c'est pas lui qui... Non, je lis à travers vous. Parce que l'auteur, des fois, l'écrivain, il se fait des projections dans les personnages qu'il écrit. Je suis sûr que le personnage, il vous fuit. Des fois, vous n'arrivez pas à le suivre, mais le personnage, c'est vous le créateur. Vous êtes le dieu de votre roman. D'accord. Voilà. J'accepte. Oui. Et vous rajoutez une touche Mahmoud Darwish pour le marquer de plus en plus de gauche. Mahmoud Darwish. Et dans ce Mahmoud Darwish, on importe le projet palestinien. Parce qu'il y a une lecture profonde de ces choses-là. On ne parle pas des choses comme ça de façon superficielle. C'est très très profond. Moi je vous reçois et je vous comprends à ma manière. Il y a des choses qui peuvent passer inconsciemment. Et vous avez un projet littéraire qui est malaxé à un projet politique. Voilà, on ne peut pas fuir ça. Après, dans la question, les Égyptiens, vous avez parlé par rapport à la Palestine. Il y a une minorité qui dit nous avons assez payé. Payé pour qui? Pour le projet arabe. Et ceux qui disent non, on est toujours là. Vous êtes toujours là pour qui? Pour le projet arabe. Et moi, ma question là, je vais poser la question parce que j'ai fait une introduction. Le nassirisme est-il une théorie définie? L'orientalisme a-t-il une définition? Parce qu'il y a quand on parle du Proche-Orient littéraire, nous avons le Caire Beyrouth
Damas, Bagdad, on ne cite pas Riyad ou... Non. Oman, etc. Cela. Quand on parle de l'arabité raciale, on revient à la péninsule qui est absente sur le plan littéraire. Ceux qui font la force ça n'est plus tout à fait vrai. Hein. Oh, oui. Mais le monde d'avance, on est dans la mondialisation. Même en Afrique du Sud, on peut écrire en arabe. Moi, j'ai traduit une auteure saoudienne et une auteure omanaise. Oui. Ça, c'est des perles rares. Moi, je parle du grand marché. C'est vrai. Là, et dans tout cet amalgame, vous pensez comme un arabe politique, un moyen-orientaliste, ou un homme de lettres qui essaie de définir le projet arabiste? Merci. En fait, vous dites que tout est politique, et c'est vrai, mais moi j'ai avant tout fait un roman. Hein, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse avant tout dans ce roman, c'est le parcours du personnage. Alors ce parcours, il y a une partie du parcours qui, d'abord, qui rencontre beaucoup de gens de tendances différentes, il rencontre les autorités aussi, en la personne du capitaine des renseignements généraux, là. Et puis lui-même, il a une personnalité aussi des idées politiques, comme vous dites, peut-être que c'est un nostalgique de l'arabité, on ne sait pas. C'est les renseignements généraux qui lui prêtent cette volonté de faire revivre Nasser, mais sans doute que lui, il a des idées politiques qui peuvent être retrouvées à travers des choses des souvenirs qui vont lui remonter, par exemple. Des aventures qu'il va avoir avec ses amis pensionnaires et autres. Les amis aussi parlent de ça, ils parlent par exemple des racines de l'Égypte antique aussi. Parce qu'il y a un courant en Égypte qui dit nous on est des pharaons, on n'a rien à voir avec les Arabes, etc. Ça existe aussi, hein, des gens qui disent les Arabes nous ont envahis au 7e siècle, mais à la base nous on est des pharaons. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de... Et l'Égypte, c'est ça, c'est la pluralité en fait d'identité, c'est ça qui est intéressant. De religion d'abord, puisqu'on a des Coptes qui sont en nombre... bon, c'est une minorité, mais c'est une minorité significative. Il y avait des Juifs, mais ils sont partis quand d'abord Israël a voulu les faire revenir, et Nasser aussi a été un peu... enfin, ils ont été nationalisés, ils ont été un peu poussés à partir, disons. Mais l'Égypte, c'est quand même cette multiplicité d'identités et de races, de cultures, de tout ça. Et on ne peut pas réduire l'individu, c'est peut-être ça la leçon de ce qu'il trouve à droite, à gauche, tout au long de son parcours. C'est pas réduit à un courant politique ou une descendance ou une provenance. C'est aussi le fait que l'homme ne se réduit pas à ce qui est écrit sur son passeport. C'est ça qu'on découvre finalement, parce qu'il est pris en amitié par des gens qui ne savent même pas comment il s'appelle. Et ça, c'est peut-être quelque chose à méditer. Juste une petite parenthèse, la traduction. Moi, la traduction m'interpelle beaucoup parce que dans une autre vie, j'ai fait une maîtrise en traduction scientifique et technique à l'université, mais j'ai aussi fait de la traduction littéraire. Alors, la traduction littéraire, bien sûr, la fidélité au texte. On doit être fidèle au texte, même dans la traduction poétique, même dans la métaphore, on ne doit pas s'éloigner du texte. Voilà. Donc, pour moi, la traduction est une forme d'art. Alors, ma question, malgré ces contraintes, ma question, alors vous êtes traducteur, il n'y a pas beaucoup de traducteurs qui écrivent. Voilà. Généralement, les traducteurs restent dans la traduction. Et alors, comment avez-vous pu justement dépasser cela et trouver votre propre style? C'est pas évident.
Merci pour cette question. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai commencé la traduction et j'aurais pu y rester en fait. C'est-à-dire que j'avais mon parcours de traducteur avec tous les ans ou tous les 2 ans une traduction qui sort. Ça me satisfaisait pleinement. Parce que j'ai eu la chance, peut-être le privilège de pouvoir traduire des auteurs que j'ai parfois choisis ou en tout cas discuté en commun avec l'éditeur. C'est pas le cas de tous les traducteurs qui parfois sont obligés parce qu'il faut bien vivre, de traduire tout ce qu'on leur demande. Donc moi c'est vraiment une traduction par passion. Et donc j'aurais pu rester là-dedans très bien, mais il me manquait un petit quelque chose. Alors ce petit quelque chose, parce que la traduction offre vraiment beaucoup de plaisir, ce qui manque en fait c'est la possibilité de faire la construction d'un roman. C'est-à-dire que nous on arrive avec un roman déjà construit et on va essayer de le rendre accessible au public de francophone, mais on n'est pas partie prenante. Ni à l'imagination, il en faut pour inventer des phrases, mais on n'invente pas non plus les personnages. Donc ces 2 aspects-là me tenaient à cœur, et je disais que ça serait dommage quand même de faire tout ce parcours en compagnie de la littérature, sans jamais m'aventurer dans cette zone-là. Et le deuxième, ça c'est le côté professionnel un peu du traducteur-écrivain. Et l'autre, c'est que j'avais cette histoire de personnage qui revient au pays après une longue absence et qui redécouvre sa ville. Et ça, je le portais, ce récit. Et donc, j'avais vraiment envie de le raconter à ma manière. D'autres questions, alors? Messieurs, un petit mot. Je voulais poser, mais il a répondu. Bonjour. Donc, je voulais poser une question parce que j'ai visité un peu l'Égypte. Oui. Vous avez parlé de la solidarité. En fait, la solidarité n'est pas la même partout. C'est dû à quoi? Parce que dans les régions, par exemple, Alexandrie, Fayoum, moi j'ai constaté que dans les villages du Siwa et à côté, c'est la solidarité qui est. Mais au Caire et Alexandrie, elle n'y est pas. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est pas facile? Ça, c'est même en Afrique du Nord, hein. C'est la différence de culture, de la société et tout. Donc, est-ce que c'est pareil ou non? Voilà. Et puis, je voudrais savoir aussi votre opinion, parce que moi, c'est la seule écrivaine que je connais, que j'apprécie. Nawal Saadawi, vous en pensez quoi? Oui. Pour la première question, c'est vrai que déjà il ne faudrait pas donner une peinture trop idéaliste, hein, parce que les gens ont leurs soucis et c'est une entraide qu'on remarque par rapport à ce qui existe en Occident généralement, mais on peut aussi avoir des mauvaises rencontres. Enfin, je veux pas faire une peinture idéaliste de l'Égypte, et c'est vrai que c'est variable en fonction des. Je pense que les grandes villes créent par elles-mêmes une sorte d'individualisme. Hein. On le voit entre Paris et province, il y a sans doute ça aussi. En plus, Le Caire, comme j'ai dit, une ville de 20 millions d'habitants, vous imaginez les gens confrontés à leurs problèmes. Donc c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, déjà, les gens sont beaucoup plus axés sur leurs difficultés économiques et autrefois on aidait même quand ça n'allait pas. Aujourd'hui peut-être ça serait plus difficile. Nawal Saadawi est une très grande écrivaine féministe. Elle a beaucoup fait pour vraiment la situation de la femme. Alors c'est pas vraiment de la littérature dans ce cas, même si elle a une autobiographie où elle a raconté sa vie, mais pour moi elle est essentiellement une essayiste qui a beaucoup écrit sur les droits de la femme
Et j'ai envie de dire, il y a du boulot, quoi. Donc elle a bien contribué à sensibiliser les gens. Ça s'améliore un petit peu en termes d'accès des femmes aux... Il y a beaucoup de femmes qui travaillent en Égypte, hein, c'est une proportion très importante. Et je pense que ça, c'est un facteur d'émancipation, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Oui, je voudrais juste ajouter... Bonsoir tout le monde. J'ai une petite question en fait par rapport à Jamal Abdel Nasser. Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport à cette époque de Jamal Abdel Nasser, on a la nostalgie, par rapport à l'Égypte que vous connaissez aujourd'hui? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais on entend parler. Juste une anecdote. Je me rappelle de quelqu'un qui a posé la question en fait. C'était au Parlement, je crois. Il a demandé est-ce qu'on impose le foulard, le port du foulard à toutes les femmes d'Égypte. Donc lui, il a répondu avec un fou rire qu'il n'arrive même pas déjà à contrôler sa femme ou ses filles. Comment il peut imposer le foulard pour toutes les femmes d'Égypte? Donc je voulais savoir... Il a fait remarquer aussi que les cheikhs d'El Azhar eux-mêmes n'arrivaient pas à imposer... C'était à peu près ça, exactement. C'est sur YouTube, je crois. Vous pouvez... Exactement. Donc je voulais voir ce qui a changé en fait par rapport à l'époque, en bien ou en mal en fait, par rapport à l'époque de Jamal Abdel Nasser. Enfin, là aussi, ça serait un très long débat, mais disons que le nasserisme, c'était un peu, bon, c'était un rêve un peu d'une nation arabe unie. Puis il y a eu ce très important phénomène de réappropriation de l'Égypte, hein, les Anglais étaient encore présents. Enfin, il y a eu cette idée de récupérer le pays en quelque sorte, mais ça s'est fait aussi avec, bon, c'était un régime socialiste un peu dur, enfin avec une planification enfin, très bureaucratique, etc. Il y avait les droits humains étaient très peu respectés aussi, il y avait beaucoup de gens en prison. Donc il y avait un côté positif sur le papier, un peu comme le marxisme sans doute. C'est très joli sur le papier, mais dans la pratique, ça crée aussi souvent des excès. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a pris une veine beaucoup plus libérale dans l'économie. Notamment, Sadat a appliqué la politique de l'Enfetah, ça veut dire l'ouverture, mais en clair, ça veut dire que les gens devaient lutter beaucoup plus. Il y avait plus de produits disponibles, mais c'était un peu la jungle à qui va réussir, quoi. Et ça, les nostalgiques d'avant le regrettent un peu qu'on ait pris cette orientation très très libérale en fait. Juste un petit point. Le personnage central, si j'ai bien compris, enfin j'ai pas encore lu le livre, je vais avoir le plaisir de le lire. Est-ce que vous le reconstruisez par la voie de la culture? Il y a, comme dirait le proverbe, quand on est nu, il nous reste notre culture. C'est tout à fait ça, oui, c'est tout à fait ça. Et cette forme particulière d'amnésie qu'il a, c'est la culture qui surnage. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est la formule bien connue. Mais dans son cas, c'est encore plus vrai parce que enfin, il a oublié, mais il n'a pas oublié, en fait, il a perdu dans l'accident, en quelque sorte. Et donc, ça donne une importance d'autant plus forte à ces sortes de cailloux, comme je disais, les cailloux dans la rivière. C'est là où on peut poser les pieds, c'est là où on évite de se noyer. Et c'est cette image-là qui est très présente dans nous. Je reviens juste sur la solidarité, excuse-moi, là-dedans, parce que ça m'intéresse, non, j'ai la voix qui porte, c'est pas grave. Par rapport à cette solidarité, j'ai remarqué une chose, quel que soit le pays où on est, en réalité, cette solidarité se retrouve beaucoup plus facilement, elle est beaucoup plus visible chez les petits gens, les gens qui n'ont pas les moyens. Parce que l'autre sait ce que vous endurez. Et dans les sociétés évoluées, on a cette espèce d'indépendance économique et la solidarité devient une aumône. C'est comme si on vous donne un billet, c'est un truc de conscience. Alors que l'autre,
il sait exactement ce que vous ressentez et il va partager avec vous comme on Oui, dit. c'est vrai, oui. Par exemple, il y a une vieille qui vit parmi les autres, chacun pense sciemment si elle a quelque chose à manger le soir, etc. On lui ramène à manger sans parler de solidarité, c'est un geste naturel. Ouais. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite question sur le roman. Il a été écrit en 2011, Oui. avant la Révolution. C'est ça. Est-ce que vous avez eu ce pressentiment comme quoi ça va se passer quelque chose? C'est comme si vous avez prédit les événements, quoi. En fait, le roman n'annonce pas la Révolution. Donc là, non, j'ai pas été spécialement visionnaire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui, par la suite, ce mécontentement vis-à-vis de l'autorité, puisque c'était un des motifs du déclenchement de la Révolution, c'était justement la présence de ces renseignements partout, de ces services qui étaient tout puissants, qui pouvaient envoyer, comme Youssef a dit, envoyer quelqu'un, on dit en arabe on dit Wad al-Shams, on peut envoyer quelqu'un Wad al-Shams, ça veut dire derrière le soleil, c'est-à-dire en gros on peut l'éliminer complètement. Et donc ça a été un des facteurs de mécontentement, et ça on le voit quand même très bien dans le livre. Il y a l'arbitraire un peu, parce qu'on peut lui coller n'importe quelle accusation, et on voit bien les débats entre eux quand lui il croit qu'il a un don très particulier, et puis il discute avec ses subordonnés, et on voit bien que les raisonnements sont faux, mais on peut s'obstiner dans l'erreur. Et donc c'était un des choses qui par la suite a causé la colère populaire et le fameux slogan dégage. Alors, avez-vous pensé à le traduire en langue arabe? Et je voulais aussi savoir quelles sont vos influences dans la littérature en langue arabe et la littérature francophone. Écoutez, peut-être on peut dire que mes auteurs d'influence sont ceux que je traduis, mais c'est vraiment à des niveaux un peu faibles, parce que justement je voulais pas parodier tel auteur ou l'imiter, puisque justement c'était ma première incursion dans un roman écrit par moi. Donc j'ai cité parfois des passages, mais dans mon écriture propre, j'ai essayé d'être le plus original. Le roman, je n'ai pas pensé à le traduire en arabe parce que j'en serais pas capable, tout simplement. Et j'ai eu la chance d'être traduit par quelqu'un qui a aimé le roman, qui était une prof là-bas au Caire, et qui l'a traduit. Donc il existe en langue arabe, qui a été publié par le Centre national de la traduction. Très bien. Alors, avant de te donner l'occasion de dédicacer le livre, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Je suis très heureux de cette rencontre. On était un peu inquiets tout à l'heure parce qu'il y avait... ça manquait un peu de monde au moment où je suis arrivé, mais je me réjouis de voir pas seulement le nombre, mais aussi l'intérêt et une discussion très vivante avec vous. Donc nous aussi, Khaled. Merci d'être venu au Café Littéraire. Place à la dédicace. Merci.